Quand Hérodote, vers 450 avant Jésus-Christ, met les pieds en Égypte, il est surpris par tout ce qu'il voit. La domination perse, elle est dure, sanglante. Ils ont mis la capitale dont je parlais tout à l'heure, Thèbes, à sac. Incendiée, pillée, détruite, etc. Les Perses, c'est ses ancêtres. Eh bien alors, très bien, j'en savais rien. Là, ah oui, mais alors... Parce que quand on parle d'une culture égyptienne, finalement, ça a un sens quand, j'allais dire vulgairement, tout le monde y est passé. Franchement, il y a deux héritages jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas prêt, ils sont pas prêts de disparaître. Et on y pense rarement. Voilà un hiéroglyphe qui vaut pour un son. C'est un avant-bras. A. Ça, c'est en A. Ah, ok. Ah. Normalement, un égyptologue n'invente pas, n'en rajoute pas. Il n'y a pas besoin, comme je dis souvent. S'il affirme, c'est qu'il affirme avec certitude. Et qui dit certitude dit preuve. Et qui dit preuve archéologique ou textuelle. Des textes sur papyrus, sur des tombeaux, des monuments, des statues. Bref, en hiéroglyphes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne. Ici, on va parler de plein de trucs, on va parler d'histoire, on va parler de culture. Ça va être extrêmement intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Dans cette aventure, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un ami, Sam. Sam, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Comment tu te sens? Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire un peu qui tu es? Bah écoutez, moi je suis Sam. Ça fait longtemps qu'avec Daniel on travaille sur ce projet qui est de parler de l'histoire et la culture en général avec des intervenants qu'on a pu amener ici aujourd'hui. Ouais. Et ouais, ça fait longtemps qu'on a prévu de le faire et aujourd'hui, on a le grand plaisir de commencer. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'Égypte, on va parler d'égyptologie avec un égyptologue. Comment ça va, Jacques Dilly? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu te sens, qui tu es, nous en dire un peu plus sur toi? Oh bah, oui, d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité. Comment je me sens? Je me sens parfaitement bien, je suis très content d'être là. J'ai trouvé facilement, 39 rue du Cherche-Midi. Et donc j'ai plaisir à apporter les connaissances que l'on va essayer de me tirer de la cervelle à vos auditeurs. Alors, si vous voulez que je me présente un peu plus? Oui, oui, Ouais, vas-y. bien Bon, sûr. Dis-nous un moi peu j'ai plus bientôt ton parcours. 75 ans, voilà. Donc je suis un universitaire, un historien de formation. Donc je suis né en 1950, à 19 ans je me suis inscrit à la Sorbonne, et en histoire. Bon, pour faire la licence, il fallait des certificats ou des unités de valeur, appelez ça comme vous voulez, peu importe. En histoire antique, ancienne, peu importe l'adjectif, en histoire médiévale, moderne et contemporaine. Or, comme j'avais jamais fait ni de grec, ni de latin au lycée, puisque ça ne se fait pas, le hiéroglyphe au lycée, ni l'histoire de la civilisation égyptienne, ou très peu en sixième. Bon, je me suis dit, surtout pour s'il y a des aspects linguistiques, tu connais pas un mot de grec, et tu connais pas un mot de latin. Donc, s'il y a quand même... c'est une lacune, un handicap. Et quand j'ai vu initiation à l'égyptologie, à un des certificats pour l'histoire ancienne, je me suis dit, oh, chic, on est sur un pied d'égalité avec tous les étudiants. Il n'y a jamais eu de hiéroglyphes appris par les étudiants au lycée, pas plus que moi, bien entendu. Et donc, je vais faire ça. Et puis bon, je me suis dit, allez, ça dure un an, un certificat, c'est sur une année entière. En 6 mois, on aura fait le tour de l'égyptologie. Initiation, bon, on verra bien. Eh bien, en une vie, on n'a pas fait le tour. C'est la formule que j'utilise souvent, et c'est vrai. C'est pas pour exagérer ce que je dis. En une vie, c'est vrai, on n'a pas fait le tour des connaissances en égyptologie. Bon, d'ailleurs, on se spécialise. On n'est pas qu'égyptologue, on est spécialiste d'un pharaon, on est spécialiste d'un site, on fait des fouilles ou pas, etc. Bon. Et donc, je me suis dit, voilà, inscris-toi à ça. Et quand je suis arrivé, en 2-3 cours, je me suis assis à côté de quelqu'un qui était a priori un peu plus âgé, une dizaine d'années, j'aurais dit ça comme ça, que la majorité des étudiants et des étudiantes. Je me suis assis à côté de lui, par hasard. Et puis, il n'était pas bavard, moi non plus. J'ai fait le coup 2-3 fois, je l'ai vu. Je suis venu m'asseoir à côté de lui. Il s'appelle Michel de Wachter. Et c'est ce qui m'a frappé dès la première heure,
c'est que c'était le seul étudiant. Il n'y avait pas de tablette, hein, il n'y avait pas de quoi taper sur des ordinateurs. On écrivait, bien entendu. Lui n'écrivait rien, pas un mot sur une seule feuille. Au bout de 2-3 séances, je lui ai demandé, on a discuté un peu, je lui ai demandé ce qu'il faisait là et pourquoi il n'écrivait pas. Il m'a dit, si, je suis un étudiant comme tout le monde, je n'écris pas parce que je suis au moins aussi fort, si ce n'est plus fort en égyptologie, que le prof. Enfin, la prof, Claire Lalouette. Alors, évidemment, j'étais très étonné par sa réponse et je lui dis, mais pourquoi? Même si j'avais quand même un peu deviné, bien entendu. Il avait fait plus que des études, lui, d'égyptologie, il était chercheur au CNRS. Or, comme il n'était pas passé par un cycle universitaire pour pouvoir monter dans la hiérarchie au CNRS, de maître de recherche à attaché de recherche ou le contraire, qu'importe. Bon, il avait besoin, il a eu les doigts dans le nez, hein, les certificats d'histoire, notamment l'histoire ancienne en Égypte, bien entendu. Et donc, on s'est liés d'amitié. Et j'ai progressé à toute allure grâce à lui. On parlait pendant des heures d'égypto et des heures de hiéroglyphes. Ce qui fait qu'évidemment, j'étais très en avance au fil des semaines et des mois sur ce que les profs attendaient. Et donc, j'ai continué après, ça m'a passionné, l'égyptologie, entre autres grâce à lui. Et donc, ma réponse est simple. Si je me suis formé à l'égyptologie, c'est 1, par défaut, pas de grec, pas de latin, allons-y pour l'Égypte. 2, parce que le hasard a fait que j'ai posé mes fesses à côté de lui lors de la première heure de cours. Ça aurait pu être la deuxième ou troisième, dès le début, ça je m'en souviens pertinemment. Et on discutait des après-midi ou des matinées entières au restaurant, etc., d'Égypto. Et donc j'étais une véritable éponge par rapport à tout ce qu'il m'a expliqué, au point que moi, je me disais aux copains, copines, tiens, passe-moi ton devoir que tu n'as pas encore rendu, je vais essayer de trouver s'il y a des fautes. Voilà. Alors bon, après j'ai passé le CAPES et l'agrégation, les 2 concours, à la fois, à 24 ans, et je les ai eus tous les 2, dès le premier coup. Donc après, j'ai été enseignant. Et puis j'ai fait une parenthèse parlementaire, j'ai laissé tomber l'égyptologie longtemps, et je m'y suis remis ces dernières années, notamment depuis que je suis à la retraite, je l'ai dit, je crois, j'ai presque 75 ans, et je donne des conférences quand je suis sollicité. Par exemple, là, j'habite à Aulnay-sous-Bois. Bon, eh bien, il y a 3 ans, j'en ai donné 6 dans l'année, et cette année, je vais faire la 5e conférence, cette année aussi, 6, le 29 avril, et puis une autre en juin. Voilà, vous savez déjà pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire où tu les fais tes conférences? À Aulnay. Alors, j'en ai fait ailleurs, en région parisienne, mais il y a longtemps. Et j'en ai fait, je sais pas, au fil des années, pendant 20-30 ans, j'ai dû faire, je sais pas, une vingtaine, que sur l'Égypte ancienne, hein, bien entendu. Et puis bon, maintenant, les gens ont pris de l'âge, ils se sont dispersés, ils sont décédés, ou ils sont plus à même d'organiser ça quand même, hein. Et donc, j'ai été sollicité par les clubs seniors de la ville où j'habite, Aulnay, et là où j'étais parlementaire, et je fais donc des conférences bénévoles, hein, pendant 2 heures et demie sur les thèmes qui sont choisis. Moi, j'en donne une dizaine, ils en choisissent 6, et je fais 6 conférences dans l'année sur les thèmes choisis par les organisateurs. Moi, je propose, et ils disposent. Ils font leur choix. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est sympa pour ton parcours. Je pense que ça permet aux personnes de se faire une Oui. idée dans l'ensemble. Exactement. Ouais, on va rentrer directement Dans le vif. dans le vif du sujet. Mm. Alors, franchement, la civilisation égyptienne, Ouais. elle fait partie de ces nombreuses civilisations qui ont tellement marqué l'histoire de l'humanité qu'on entend tellement, énormément de choses qui se contredisent parfois dessus. Et je me dis qu'aujourd'hui, pour essayer, entre guillemets, de démêler le vrai du faux, Oui. je veux partir sur une question vraiment basique pour commencer. C'est quoi la genèse de la civilisation égyptienne? Qu'est-ce que c'est? Comment ça commence? S'il y avait un commencement Oui. à cette civilisation, qu'est-ce que ce serait? Bon, à coup de serpe, hein, à grands traits. Alors, si on remonte très loin dans le temps, et là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Comparons entre l'Égypte, géographiquement parlant, ça va compter énormément pour la civilisation égyptienne de l'Antiquité. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui, et le pays au sud, le Soudan. Et puis,
à l'ouest, la Libye. C'est aride. Heureusement qu'il y a le fleuve, donc le Nil. Une étroite vallée qui débouche en Méditerranée par son delta. Mais attention, c'est très trompeur. Parce que les touristes, les gens, y compris d'ailleurs les autochtones d'aujourd'hui, les Égyptiens, n'ont peut-être pas idée de ce que le pays était réellement il y a 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 années. C'était, comme vous le savez, je pense, le Sahara n'existait pas en moins 10 000. Je n'ai pas besoin de préciser, évidemment, que les chiffres que je dis, c'est avant Jésus-Christ, sauf aspect particulier. Non, c'était giboyeux. Il y avait de l'eau, il y avait des rivières, il y avait des fleuves. Il y avait une végétation abondante. Il y avait beaucoup de nourriture pour des tribus qui se déplaçaient, qui vivaient de la pêche et de la chasse et de la cueillette. Bon. Et puis, en gros, j'utiliserai toujours des chiffres ronds parce qu'on n'a pas de précision, mais on verra pour les pharaons. Et puis, pour que nos auditeurs retiennent, il faut des chiffres ronds. En gros, entre moins 10 000 et moins 5 000. Surtout entre moins 8 000 et moins 5 000. L'aridité transforme cette gigantesque région et ça va devenir, en 3, 4, 5 000 ans, le Sahara. Mais vous avez deviné la suite. Pas d'eau, pas de vie, avec cette formule très juste et très célèbre. Les animaux se raréfient et donc les tribus de quelques dizaines d'individus qui vivaient là crèvent, elles meurent. Hein, et le bétail aussi. Donc il n'y a plus de nourriture. Il faut impérativement chercher de l'eau, trouver de l'eau. Et petit à petit, il y en a de l'eau. Où ça? Dans une vallée fluviale, avec un fleuve gigantesque, le Nil. Et donc ça va être la sédentarisation. Et le début de la civilisation égyptienne, lorsque petit à petit, ces tribus qui ont erré et qui étaient décimées par la sécheresse vont se dire « Ah, ça y est, on va rester là. » Et c'est le début d'ailleurs de l'agriculture. Ils ont plus, c'est pas la peine de bouger. Et ils ont constaté qu'il y avait un phénomène naturel absolument extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. La crue du fleuve, une fois par an, et qui dépose un limon noir, très sombre, très bon, excellent pour l'agriculteur. On dit fertile, c'est l'adjectif. Les terres fertiles, sur lesquelles ils peuvent, faut pas exagérer. Je lis souvent dans les bouquins, notamment les Grecs qui ont écrit, ils disaient « Ah, les paysans égyptiens anciens, c'est Hérodote, le père de l'histoire qui a écrit ça. Ils savaient mais c'était facile, pas fatigant du tout. Quelle chance d'être un paysan égyptien, tu parles, quelle chance. Il n'y a pas besoin de labourer 3 fois rien. Hein. Le sol est meuble, on sème un peu, on met quelques troupeaux qui enterrent les graines et ça poussera tout seul. » Bon, ça c'est une caricature. Ouais, c'est exagéré. Mais enfin, ça l'avait marqué par rapport à lui, qui venait de la Grèce, et où le travail certainement des paysans grecs était bien plus pénible à cause de l'eau qui n'était pas évidemment aussi abondante que celle apportée par le fleuve, par le Nil. Bon, voilà nos Égyptiens qui s'installent là et qui deviennent agriculteurs. Hein, voilà, bon. Et pêcheurs, évidemment, parce que le Nil était rempli de poissons. Et toujours, d'ailleurs, moins avec le barrage d'Assouan. Bon, ça dépend. Ensuite, donc, ils se sont installés, puis petit à petit, l'État égyptien s'est constitué. Il a bien fallu quelqu'un, des responsables, pour diriger tout ça, hein, pour prendre des décisions, pour mettre de côté, d'ailleurs, quand on fait une excellente récolte, on pense à la suite. S'il y a une ou plusieurs années de sécheresse, parce que la crue n'est pas suffisante, il vaut mieux avoir mis de côté de quoi semer à nouveau. Bon, voilà. Et donc, c'est ainsi, petit à petit, que l'État égyptien s'est constitué. Alors, à coup de serpe, on dit quoi? Vers 3200, l'unité du pays se fait. Pourquoi je dis l'unité? Parce que vous avez la vallée et vous avez le delta. C'est ce que les Égyptiens anciens ont appelé, les égyptologues utilisent toujours ce vocabulaire en traduisant, la haute et la basse Égypte. L'Égypte du Nord, l'Égypte du Sud. La haute et la basse Égypte. Voilà. La basse Égypte, c'est le delta, la haute Égypte, c'est toute la vallée. Un pharaon, qu'on appelle soit Ménès,
soit Narmer, vers 3002, unifie le pays. Alors maintenant, on pense que ce qu'on a dit pendant des décennies, la recherche avance, hein, et les découvertes archéologiques, ça n'est plus vrai. Qu'importe pour nos auditeurs. Il y a probablement eu une unification qui a été réussie, et puis qui n'a pas eu de suite. À nouveau, le pays s'est fragmenté, divisé, entre Haute et Basse-Égypte. Mais, donc il y a eu des prédécesseurs à Narmer. Mais l'habitude est prise de faire débuter l'histoire de l'Égypte antique vers 3002. Bon, jusqu'à quand? Eh ben, ça, tout le monde connaît. Si je dis Cléopâtre 7, ça, évidemment, c'est parlant, pas eu égard à nos auditeurs. Alors, c'est la fin de la dynastie des Ptolémées, les successeurs d'Alexandre le Grand, qui ont été tous des Grecs. Cléopâtre n'est pas égyptienne, elle est grecque. Elle n'a pas un élément de sang égyptien dans les veines. Bon, ok. Donc, en 30, après 300 ans de domination grecque, la dynastie des Ptolémées disparaît avec la défaite de Cléopâtre et de son amant, et les Romains font la conquête avec Octave, qui va devenir Auguste, l'amant de Cléopâtre 7, étant, comme chacun le sait, Marc-Antoine. Il se suicide, elle se suicide, je passe sur les détails, certainement pas avec un serpent dans une corbeille de fruits, un aspi. Bon, enfin, ça c'est légendaire, a priori, on n'en saura jamais rien. Mais c'est pareil, entre l'histoire enjolivée et la réalité, il peut, et souvent il y a, une différence. Qu'importe, elle est décédée. Ensuite, eh bien, ce sont les empereurs romains. Alors, j'utilise toujours le chiffre 3. Pourquoi? Parce que c'est un aspect de mnémotechnique. Pour soulager la mémoire, c'est facile. Vous voyez, même si je dis des chiffres ronds, je vais exagérer. 3300 avant, ça démarre. 30, c'est la défaite d'Axiome, de Cléopâtre et de Marc-Antoine face aux légions romaines d'Octave. 30, Axiome. C'est terminé pour les Grecs, dominateurs, c'est les Romains. Et puis, c'est là, en général, on va jusqu'à cette défaite, qu'on arrête l'histoire de la civilisation égyptienne, même si elle s'est poursuivie sous la domination romaine. C'est le grenier à blé de l'Empire romain. Voilà. Alors, moi, il y a j'ai quelques questions par rapport à ce Oui. que tu viens de nous dire. Alors, il y a ce qu'on appelle la Haute et la Basse Égypte. C'est ça. À un moment, on parle de réunification, certaines ont été plus pérennes que d'autres. Oui. Qu'est-ce qui les opposait, pourquoi est-ce que ça a été si dur, entre guillemets, de faire une sorte d'unification? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Basse-Égypte ne voulait pas, entre guillemets, s'associer avec le gouvernement de la Haute-Égypte? Qu'est-ce qui faisait Bon, qu'ils voulaient je vais tenter de répondre. Pourquoi je dis tenter? Parce qu'on n'a pas beaucoup de documents. Ce serait facile, Daniel, de te donner des explications pendant 1 heure, à une condition, express. Normalement, un égyptologue n'invente pas, n'en rajoute pas. Il n'y a pas besoin, comme je dis souvent. S'il affirme, c'est qu'il affirme avec certitude. Et qui dit certitude dit preuve. Et qui dit preuve archéologique ou textuelle. Des textes sur papyrus, ou sur des tombeaux, des monuments, des statues. Bref, en hiéroglyphes. Or, plus on remonte dans le temps, aux époques du début de l'unification, puisque c'est ta question, bien entendu, hélas, je dis les deux, les textes sont rares. On en a, mais ce sont des petits bouts. Et d'ailleurs, le temps que, même si l'écriture hiéroglyphique s'est constituée très vite, on a les premières lignes en entier en hiéroglyphe. Alors j'ai dit dynastie, je préciserai peut-être si tu m'interroges là-dessus, il faut faire attention au jargon, au vocabulaire qu'on utilise pour que nos auditeurs ne soient pas perdus et qu'ils comprennent tout de suite ce que c'est que ça. Bon, on a, vers 3000, on commence à avoir des textes, voilà. Ouais. Mais les textes, hélas, ne nous disent pas le pourquoi.
Or, le pourquoi est ta question. Ils nous disent plutôt le comment. Mais le comment, je dirais pas qu'il est faux, mais il met, et bien entendu, en avant les victoires de tel ou tel individu qui va devenir pharaon, au détriment. Alors, pour faire simple, il y avait plusieurs villes, petits villages, qui se sont constitués à partir des dates que j'ai indiquées il y a 10 minutes. Bon, comme il y a du sud au nord plus de 1000 kilomètres, avec cet immense ruban qui ne fait que quelques kilomètres de large, à l'est c'est le désert, à l'ouest c'est le désert. Et puis ce grand débouché, ce grand delta, hein, en Méditerranée. Le delta, grosso modo, c'est du Caire d'aujourd'hui jusqu'à la côte, c'est 150 kilomètres, et est-ouest, de Port Saïd à Alexandrie, voilà, ça c'est du vocabulaire qui cause aux gens, c'est 250. Mais vous aviez des petits dirigeants, le chef du village, qu'on utilise le terme de roi, moi j'ai dit dirigeant, qu'importe, hein, responsable, dirigeant, chef de Oui, oui. tribu, peu importe. Mm. Vous aviez quelques dizaines de villages qui étaient répartis sur toute la vallée et dans le delta, mais le delta c'était plus compliqué, marécageux, y compris pour naviguer. Bon, et ils se sont fait la guerre, chacun cherchant à nouer des alliances et à s'imposer au détriment des adversaires. Et l'unificateur est venu du sud. Il a commencé à faire des conquêtes et il a commencé à mettre la main sur la totalité de la vallée, donc la Basse-Égypte. Il restait le delta, avec des chefferies, comme on dit. Voilà. Bon, il les a matés. Et d'ailleurs, les prédécesseurs de Narmer, pour lesquels on n'a pas beaucoup, mais c'est parlant, quelques éléments archéologiques, notamment des massues. Et Narmer, on en a aussi une de lui, et la célèbre palette, une célèbre palette, où il est représenté, lui, portant les deux couronnes, une couronne pour la Basse-Égypte, une couronne pour la Haute-Égypte, blanche et rouge. La blanche, c'est la Haute-Égypte, et le delta, c'est la couronne rouge de Basse-Égypte. Comme il porte les deux, et puis il porte une couronne qui unifie, qui rassemble les deux, alors c'est qu'il est roi de la Haute, et c'est qu'il est roi de la Basse-Égypte. D'accord. Et donc, évidemment, les textes d'ailleurs sont très brefs là-dessus. Ils sont extrêmement laudateurs, hein. Vive le roi, quoi. Bon, il a écrasé ses ennemis, il est représenté comme un taureau qui écrase tout sur son passage. Quand bien même il ne l'a pas fait. Nul ne le sait. Bon, il s'impose et l'unification se fait comme ça. Mais alors, j'ai dit plutôt le comment, il y a eu des combats. Le pourquoi, il faut, alors là, on ne va pas se mouiller, il faut faire référence au souhait de tel ou tel, au désir, à la volonté de tel ou tel chef de tribu à s'imposer sur ce pays qu'il veut conquérir en entier. Et ça restera d'ailleurs, c'est pertinent ta question parce qu'elle elle est réelle plutôt, elle est pérenne sur toute l'histoire de l'Égypte antique. Il y a danger, affaiblissement de l'Égypte quand le pays se morcelle. Et il peut y avoir plusieurs dynasties, c'est-à-dire plusieurs successions de pharaons parallèles qui règnent en même temps. Les uns, si l'autorité du pharaon n'est pas suffisamment forte, il peut y avoir éclatement. On nous dirait, nous, au Moyen-Âge, les nobles qui se révoltent contre le roi, qui fomentent des troubles, des complots, etc. La même chose. Et quand l'Égypte, donc, le pouvoir se divise, eh ben, le pays est fragilisé. Et à nouveau, on rentre dans une période, et il y en a eu plusieurs, qu'on appelle les périodes intermédiaires, sombres. On rentre dans des périodes de conflit, jusqu'à ce que quelqu'un, à nouveau, réunifie le pays. Et d'ailleurs, souvent, ils utilisent un de leurs noms enfermé dans un cartouche en disant, voilà, il y en a un qui s'appelle « Je suis celui qui a réunifié les deux terres ou le double pays, Haute et Basse-Égypte. » Bon, Ouais. et bien lui, il est tellement content, et il considère, à juste titre, que c'est un événement majeur, au point qu'il le met dans l'un de ces deux noms. Voilà. Ok. Ok. Bah, écoute, bah, ouais, c'est intéressant en plus. C'est-à-dire que
je ne sais pas si la question telle que je la formule, elle a vraiment du sens. C'est-à-dire que au final, enfin, je vais parler tout bonnement, qui a gagné? Si on devait dire que l'Égypte, ce qu'on connaît, le gros de ce qu'on connaît de la civilisation Oui, égyptienne, oui, c'est principalement l'Égypte du Sud. Vu que, oui, enfin, j'ai l'impression de part et dire qu'ils avaient plus le désir expansionniste, c'est ou ça. que, en tout cas, ils étaient mieux formés que, euh, que la Haute-Égypte. La Haute-Égypte, oui. La Haute-Égypte, c'est celle du sud. La Ah Basse-Égypte, oui, oui, attention, c'est hein. vrai. Ouais, ouais. Nous, Il par faut exemple, inverser le truc. si l'Égyptien considère que l'orientation, elle va vers le sud. Ce qui fait que quand l'Égyptien, pour nous, le fleuve coule sud-nord. Mais pour la direction de l'Égyptien, on part du nord, on va vers le sud. On remonte le fleuve. Et Ok. donc, quand on dit l'Occident, par exemple, et l'Égyptien écrit l'Occident, mais c'est le même mot s'il dit à droite. Et moi, nous trois, par exemple, en suivant le cours du fleuve, à droite c'est l'est, à gauche c'est l'ouest. Pour l'Égyptien, c'est exactement l'inverse. Ok. Alors là où tu as visé juste, je ne sais pas si tu le savais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu division, sauf une fois, les pharaons unificateurs sont les pharaons qui viennent de Thèbes. Thèbes, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parlant pour les gens, c'est Luxor-Karnak. Alors ça, tous les touristes Ok. connaissent. Ils Ouais. vont à Karnak, Luxor, les deux grands temples, la vallée des rois, des reines, etc. Bon, là, les deux, à chaque fois qu'il y a eu réunification, après division, éclatement, je l'ai dit, eh bien, ce sont des princes, ils n'étaient pas encore en roi, issus de Thèbes, la capitale du sud, la ville du sud, qui réunifient le pays tout entier. Alors, c'est plus compliqué de mettre la main sur le delta, la partie nord, parce que il y a les ramifications du delta en 7 branches. Bon, là, l'armée de celui qui domine, elle peut, et il y a de quoi, avoir plus de difficultés à faire une conquête qui n'est pas linéaire, c'est pas celle de la vallée, parce qu'il y a une multitude de petits roitelets. Mais ils ont été vaincus. Ok. Ok. C'est intéressant. Je sais pas si tu as une question particulière par rapport à ça. Pas forcément par rapport à ça, mais je voulais demander, vu qu'on parlait de l'Égypte, l'Antiquité, etc., Hmm. la place, par exemple, de l'homme ou de la femme, des droits des hommes, des femmes, etc., dans l'Égypte. Ouais. Si vous pouvez nous avancer. Ça me fait sourire là, parce que j'ai dit au début, quand je fais des conférences, je donne une dizaine de thèmes à choisir par les organisateurs, et ils en choisissent 6. Et dans les 10, et c'est retenu, il y a, qui dit place de la femme, c'est eu égard à qui? À l'homme. Bon, la place de la femme dans l'Égypte ancienne. Ce thème est systématiquement retenu et fait recette, entre guillemets. Bon, alors, sur la place de la femme, il faut dire le vrai. Comme je dis souvent, ne pas exagérer, la civilisation est tellement extraordinaire. Il n'y a pas besoin de dire mystère, secret, de leur prêter des inventions qui n'existent pas et qui sont des affabulations, pour ne pas dire des âneries, d'aujourd'hui. On dit ils ont inventé ceci, cela, ils ont... Bon, non, restons sur les faits réels, tels qu'on les connaît avec l'extraordinaire abondance de traces archéologiques, de temples, de tombeaux, de monuments, de statues, etc. Parenthèse, au fait, j'avais oublié de le dire, et j'y pensais tout à l'heure. Le delta a ceci de particulier. Tu as eu raison, Daniel, de soulever cette question. C'est que euh, la plupart des cités de l'Antiquité égyptienne dans le delta ont disparu à cause de ce qu'il est. Ça s'est plus rapidement enfoui. Ça a été plus rapidement submergé, détruit, que le long de la vallée, bien entendu, compte tenu de la topographie, tout simplement. Bon, la place des femmes, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Qu'est-ce qu'on dit par rapport d'ailleurs à un regard extérieur? Quand Hérodote, vers 450 avant Jésus-Christ, met les pieds en Égypte, il est surpris par tout ce qu'il voit. Il va y rester longtemps, beaucoup écrire pour décrire tout. Il enregistre ce qu'on lui explique. Il y a peut-être une difficulté parce que, évidemment, il y a le problème de la langue.
Et donc, quand on lui traduit, ou quand il a affaire à des prêtres, qui, eux, font partie de l'intelligentsia de la société égyptienne, est-ce qu'il comprend tout ce qu'on lui dit et qu'il couche par écrit? Ou est-ce qu'il change le vocabulaire? Ça, on ne sait pas. Eh bien, un des aspects qui le surprend le plus, justement, c'est la place des femmes dans cette société qu'il découvre. Et qu'il fait quoi? Eh bien, il compare avec la sienne, c'est-à-dire avec la civilisation grecque, où la femme, on ne va pas aller plus loin qu'il ne faut, bien entendu, n'a pas du tout la place d'égalité, elle n'est pas l'égale d'un homme. Elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit civique, elle n'a pas le droit de politique, hein. Même dans la démocratie athénienne, elle ne vote pas, et elle n'a de responsabilité à aucun égard. Aucun. Et certainement pas, en quoi que ce soit, pour avoir des postes de très haute responsabilité dans le pays. Sûrement non. C'est tout l'inverse. Chez les Égyptiens anciens. Tout l'inverse. C'est pas abusif de dire, oui, en grosso modo, hein, la femme est l'égale de l'homme dans l'Égypte ancienne. Regardez le nombre de représentations qu'il y a partout. Regardez le nombre de femmes qui ont joué un rôle éminent dans le pays. On a des femmes médecins, au moins une. Les prêtresses, qui ont des responsabilités très importantes. On pense aussi qu'il y a eu des femmes scribes. Savoir lire et écrire, c'est le nec plus ultra de l'Égypte antique. Hein, il y a pas c'est 10% de la population. On a des femmes qui sont les grandes épouses de Pharaon. Et même, voilà, on a eu des femmes pharaons. Je ne dis pas pharaon, ce n'est pas une question de vocabulaire, encore que cet aspect est éclairant. Pharaon, il n'y a pas de mot au féminin en hiéroglyphe. Donc non, on dit femme pharaon. C'est pas pour minorer, pas du tout. Non, c'est simplement reprendre le vocabulaire utilisé par les Égyptiens. Il n'y a pas de mot féminin, ben nous on ne l'invente pas, femme pharaon, c'est très bien. Alors, vous connaissez Cléopâtre? Oui. Je ne sais pas si c'est... Alors, elle a dirigé le pays, oui. Je ne sais pas si c'est la seule, mais bien avant Cléopâtre, presque dès le début de la civilisation. J'ai parlé de Narmer tout à l'heure. Bon, eh bien, Narmer, allez, à la fin de l'Ancien Empire, la civilisation égyptienne ancienne, l'histoire, on la divise en Ancien Empire, la période la plus reculée, 500 ans en gros, Moyen Empire, moyen, milieu, 200 ans, en gros vers, 2000 et 1800, voilà, je disais les chiffres. Après, il y a une période de troubles, d'invasion, etc. Et puis, le Nouvel Empire, alors là, vous avez la flopée des pharaons qui sont connus de tout le monde, Ramsès II, Toutankhamon, Amenophis IV, etc. Le Nouvel Empire, qui dure en gros de 1500 à 900 avant Jésus-Christ, puis il y a une période de décadence, et puis il y a à nouveau des périodes resplendissantes. Jusqu'à la conquête assyrienne, puis la conquête perse, et puis oui, Perses. Il est content parce que les Perses, c'est ses ancêtres. Eh bien alors, très bien, j'en savais rien. Là, ah oui, mais alors, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très flatteur, tant pis pour Sam. La domination perse, elle est dure, sanglante. Ils ont mis la capitale dont je parlais tout à l'heure, Thèbes, hein, Thèbes ou Karnak-Luxor pour que les auditeurs s'y retrouvent, à sac, incendiée, pillée, détruite, etc. Bon bref, l'Égyptien ancien vit très mal cette domination perse. Et quelqu'un se pointe et vint l'armée perse. Et vous le connaissez, c'est Alexandre le Grand. Il est donc accueilli à bras ouverts. J'exagère, mais il est accueilli vraiment comme un libérateur par les Égyptiens. Bon, voilà. Pourquoi je parlais de ça? Alors, je disais oui, les grandes dynasties, l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, etc. La question était exactement... Ah, la place de la femme. Oui, je disais les femmes pharaons. J'ai parlé de Cléopâtre, mais j'ai dit bien avant. Et j'ai parlé de l'Ancien Empire. Hein, l'Ancien Empire, c'est les grandes pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, tout ça, c'est la période la plus reculée, l'Ancien Empire. À la fin de l'Ancien Empire, ça va mal.
très mal. Vraisemblablement, alors ça c'est une part de responsabilité parce qu'il y a un pharaon qui règne extrêmement longtemps. On dit, mais on exagère, 90 ans. Ah ouais. Bon, c'est vraisemblablement faux. Mais il a probablement régné plus longtemps que beaucoup plus tard, l'un de ses successeurs. Vous voyez l'écart de temps. Ramsès II, c'est en gros 1300 avant. Et lui, celui dont je parle, là, Pépi II, il a régné, donc, mettons 90 ans, vers 2200. Bon. La longévité de son règne fait que les problèmes de succession sont compliqués, le pays sombre dans l'anarchie, dans la guerre civile, il y a eu des épidémies, des famines, dues à la sécheresse, peut-être aussi des invasions étrangères, mais à la fin de l'Ancien Empire, avant que ce ne soit le désastre, il y a une femme qui devient pharaon, qui s'appelle Nitocris. Ça, elle est dans les annales. C'est pas nous qui l'inventons pour faire bien. Pourquoi ça? Bon, ça n'aurait aucun sens. Il y en a ou il n'y en a pas. Voilà. Et s'il y en a, il faut qu'on en soit certain. Est-ce qu'elle a la titulature de pharaon? Avec tous les noms qui composent sa titulature. Pas simplement dans les cartouches qui enferment son nom. La réponse est oui. Oui. Et vous en aurez d'autres. Hatshepsut, celle qui, au Nouvel Empire, vers 1450, voilà, un chiffre rond, dirige le pays. Et vos auditeurs, s'ils sont allés en Égypte et qui sont allés à Luxor-Karnak, j'imagine que oui, ils sont allés de l'autre côté, vallée des rois, vallée des reines, et il y a plusieurs temples, dont l'extraordinaire. Il est extraordinaire parce que c'est le seul qui soit construit comme ça, à pic de la falaise libyque. C'est le temple de Der el-Bahri, de la femme pharaon, Hatshepsut. Excusez du peu, elle a dirigé le pays brillamment d'ailleurs, brillamment, pendant plus d'une quinzaine d'années. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être, qui a une tombe magnifique, et puis qui a le petit temple d'Abou Simbel. À Abou Simbel, il y a le temple de Ramsès II, et la grande épouse royale, Néfertari. Et elle a un tombeau magnifique. On dit parfois, à juste titre, c'est même plus beau que beaucoup de tombeaux de pharaons, Néfertari. Ça, c'est une grande épouse royale. Elle, non, n'a pas la titulature. Elle n'est pas pharaon. C'est la première grande épouse royale de Ramsès II. Mais il y a eu, on va dire vite fait comme ça, un peu moins d'une demi-douzaine de femmes qui ont dirigé l'Égypte. Alors bon, là, si je passe en revue, il faut être clair, l'homme d'ailleurs fait des tâches ménagères, la femme aussi, mais on sait que l'homme entretient la maison. T'as quelque chose à nous dire, Daniel? Alors, il fait des tâches harassantes quand il est paysan. Oui. Les femmes aussi, on les voit travailler sur les fresques. Est-ce qu'elles le faisaient réellement? Vraisemblablement, elles donnaient un coup de main, et même peut-être plus qu'un coup de main. Bon, voilà. Ok. Mais en fait, ouais, là, c'est fou, parce que en fait, j'ai tellement de questions qui arrivent en même temps. Ça n'est pas Exactement grave. pareil. Ouais, Il faut y franchement, aller c'est tout une à idée. trac. on laisse tomber la chronologie. En fait, Oui. la première question que je posais, qui pour le coup n'a aucun sens avec ce qu'on était en train d'évoquer à l'instant, c'est que là, on se rend compte que finalement, l'Égypte, quand on parle de l'Égypte, finalement, enfin, ça rassemble une immensité de différentes périodes, de différentes cultures potentiellement dues aux nombreuses invasions. Oui. Euh, c'est une question peut-être un peu bateau, mais quand on parle de la culture égyptienne, finalement, est-ce que ça a un sens? Parce que au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs dirigeants qui venaient de plusieurs endroits différents, il y a eu plusieurs, enfin, il y a eu plusieurs périodes de domination. Forcément, la domination fait que les mœurs, les valeurs vont changer et vont plutôt être celles de la personne qui assujettit le peuple. Est-ce que, enfin, il y a des valeurs, une culture égyptienne qui a pu traverser comme ça toutes ces périodes-là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que quand on parle d'une culture égyptienne, finalement, ça a un sens quand, j'allais dire vulgairement, tout le monde y est passé? Oui, alors ça, c'est une immense question. Ça nécessiterait, s'il y avait une question comme ça, un cours à la Sorbonne durerait plusieurs heures.
parce que ça brosse beaucoup d'aspects. Si c'est culture égyptienne, il va y avoir énormément d'aspects différents qu'il faudrait développer, quitte à faire des choix, à trier et à dire certains, évidemment, sont plus importants que d'autres. Alors, si je réponds en 3 lettres, je te dirais oui, il y a une culture égyptienne ancienne qui a traversé les siècles et dont nous, en partie d'ailleurs, ça c'est l'objet d'une autre conférence que je fais, et elle fait recette aussi, celle-là elle plaît beaucoup, dont nous sommes héritiers. Alors, on n'en finirait pas d'énumérer. La culture, je vais mettre l'accent sur 2-3 aspects, puisque j'ai dit que s'il fallait répondre, on en aurait pour des heures, on creusera peut-être tel ou tel aspect. Mais franchement, il y a 2 héritages jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas prêt, ils sont pas prêts de disparaître. Et on y pense rarement, parce qu'on les ignore, alors qu'on vit en plein dedans. L'État. L'État avec un E majuscule. Pas l'état de siège, l'état de fièvre ou l'état de santé. L'État. L'État comme le pays organisé. Le plus haut responsable, les ministres, le gouvernement, les responsables de province, etc. Les maires des villes. D'où ça sort? D'où cette structure étatique sort-elle? De l'Égypte. Aujourd'hui, on a un président, ou un roi, ou un chancelier qui dirige tel ou tel État. Bon, l'Égyptien aussi, c'est Pharaon, qui est comme nous on a le premier responsable du pays. Ah, ça, il n'est pas élu, hein. Bon, mais si c'est le roi, par exemple, d'Espagne, il n'est pas élu non plus, ou d'Angleterre. Bon. Ensuite, vous avez le gouvernement, les ministres. Nous, on a un Premier ministre. À l'époque, hélas, on utilise un mauvais mot. En hiéroglyphe, c'est Tchati. Tchati, c'est l'équivalent du Premier ministre. Alors, l'habitude mauvaise a été prise de dire le vizir, qui renvoie à l'Empire ottoman. C'est un abus de vocabulaire, laissons tomber, même si toi, Sam, toi, Daniel, tu as lu ça, le vizir Ouais. du pharaon, machin. Ah, voilà. C'est ça. Bon, donc on garde vizir, ou Premier ministre. Et puis, est-ce qu'il y avait un ministre de l'économie? Oui. De la défense, c'est-à-dire des armées? Bien sûr que oui. La justice, c'est d'ailleurs le vizir qui en a la charge. C'est une de ses plus grandes responsabilités. Tout ça sous la houlette du pharaon, bien entendu. Ah, de l'agriculture, mais oui. Et donc, je ne vais pas dire de l'industrie de pointe non plus, il ne faut pas exagérer. Bon, ou des anciens combattants. Mais il y a une structure étatique et vous descendez les échelons. Nous, en France, on a des régions, des départements, des villes. Dans l'Égypte de l'Antiquité, vous aviez les régions. Et ça répond à ta première question. La division du pays nord et sud. C'est tout? Non, c'est pas tout. Il y avait 42 provinces. On dit quoi, nous, province? Oui. On dit quoi, nous, région? Oui. Et l'Égyptien, lui, dit région? Oui. Sauf que dans le vocabulaire d'aujourd'hui, nous, on dit des nomes. N-O-M-E-S. Bah, on peut dire région. Et dans plein de bouquins, il y a marqué région. Et à la tête des régions, il y a qui? Bah, vous avez le président de région chez nous. Eh bien, vous avez le nomarque. Le nome dirigé par un nomarque. Alors, si vous mettez gouverneur, très bien. Évidemment, il vaut mieux pour Pharaon avoir les gouverneurs sous sa houlette, les surveiller de près dans sa poche. Sait-on jamais s'il il y en a de puissants, bien entendu. Et le pays est immense. Et on ne se déplace pas en TGV, par bateau, ça prend du temps. Et donc, rien que le temps qu'il faut pour qu'une décision, j'allais dire un édit, une loi de Pharaon soit prise et connue de l'ensemble de la population, il faut du temps. Du temps. Et la puissance des nomarques, la puissance des nomarques. C'est un des aspects qui a mis un terme à l'ancien empire dont je parlais tout à l'heure. Le pouvoir était déliquescent, les nomarques ont fini par prendre du poil de la bête, s'imposer, faire alliance et se proclamer pharaon à la place de pharaon. Voilà. Donc, héritage, disais-je, parce que je disais culture, l'État. Les structures étatiques d'aujourd'hui sont, grosso modo, la copie de ce qui a existé pendant 3000 ans dans l'Égypte ancienne.
Et j'ai dit 2 ou 3. Deuxième aspect culturel immense. Je ne sais pas si c'est pire ou si c'est plus. Mieux, ça serait stupide, que l'État. L'écriture. Hein? Vous réfléchissez une seconde. Sam, et je le dis dans les conférences, Daniel, pas d'écriture. On ne connaît rien. On ne connaît rien d'autre. On connaît quoi alors? Les vestiges archéologiques. Des statues, ça et là, des temples, des tombeaux. Pour la Grèce, pour Rome, pour la Chine, pour l'Égypte, etc. Pour les civilisations de l'Antiquité, quelles qu'elles soient. Pour les Crétois, les Phéniciens, et ainsi de suite. Ah bon, pas de texte? Mais alors on va inventer quoi? L'histoire de ces pays? On ne la connaîtrait pas. Pas plus qu'on connaîtrait l'histoire du peuple français, allemand, japonais ou chinois, sans l'écriture. Et l'une des 2 premières écritures, c'est le hiéroglyphe. L'égyptien ancien, avec l'autre système à coins, hein, le cunéiforme, les Sumériens, les Mésopotamiens. Elles sont, alors il y a discussion, ça c'est pour les spécialistes, laquelle, alors, on ne va pas en faire une montagne, Oui, laquelle apparaît la première. Pendant longtemps, les égyptologues ont reconnu que c'était la leur. Puis après, il y a eu des éléments qui ont permis de dire non, le cunéiforme est un peu plus ancien. Qu'à cela ne tienne. Mais aujourd'hui, on sait. Alors, une différence entre une représentation, un pictogramme, quoi, un dessin, et puis une phrase entière. Il a fallu quand même un peu de temps. Mais les premiers hiéroglyphes sont, c'est tout, les premiers hiéroglyphes. J'ai pris soin de dire ça. Plus anciens que le cunéiforme. Bon, qu'importe, on ne va pas se glorifier, on s'en fiche d'ailleurs. En revanche, le système d'écriture hiéroglyphique est complet. Complet. On peut écrire au présent, on peut écrire au futur, par exemple, on peut écrire au passé. C'est une écriture qui traduit la langue. Comme toi tu écris, comme toi tu écris, comme moi j'écris. Bon, donc, le système d'écriture, les systèmes d'écriture, alors maintenant il n'y a que le système alphabétique. Bon, ok. Le système d'écriture, c'est les Égyptiens qui l'ont mis au point. Quelle invention! Si on prend, franchement, hein, les inventions de l'histoire de l'humanité, vous savez pourquoi on n'y pense pas? Parce que c'est du b.a.-ba quotidien. Tu lis ce qui est écrit, y compris sur les feuilles que tu as amenées. Et moi aussi dans le RER tout à l'heure. Ça n'a aucune espèce d'importance, alors que c'est totalement faux. C'est une importance capitale. Qu'est-ce qu'on saurait des peuples dont nous sommes issus? De la civilisation, de l'Antiquité, et même celle du Moyen-Âge, et ainsi de suite. On n'aurait que des traces matérielles, archéologiques, qui ne diraient rien sur personne, ou tellement peu. On ne connaîtrait pas un 100 millième de ce qu'on sait sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Pareil pour les Grecs, les Romains, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Et puis, allez, vous allez sourire peut-être, je le dis souvent, comme ça, là, pour l'héritage, hein, et donc la culture. Abondance de littérature, oui. Abondance de monuments, oui. Invention de la construction en pierre avec les pyramides, oui. Invention des concepts religieux. De l'électricité. Ça, c'est une bêtise de Maître Gims. Il a qu'à aller dans les pyramides pour voir s'il se chauffe les fesses. Invention de l'écriture, oui. Bon. Invention des concepts religieux aussi. Je ne sais pas si un jour on parlera de religion, mais ce qui m'a toujours le plus ébahi, c'est que l'Égyptien, du point de vue religieux, n'impose jamais rien. C'est certainement une des très grandes religions qui n'a jamais imposé quoi que ce soit par la force. D'ailleurs, on dit guerre de religion pour les religions monothéistes. Il n'y a jamais eu de guerre de religion dans l'Égypte antique pendant 3000 ans. Ah, voilà. C'est dire le degré de tolérance. D'ailleurs, l'Égyptien est clair. Hein. Tu crois en tel Dieu? Très bien. Tu veux pas? Très bien. Il y en a un autre, il y en a un troisième, il y en a un quatrième, il y en a un cinquième. Ah, tu préfères celui-là, tu dis que celui-là est facile. C'est libre. Je ne dis pas tu crois en rien, très bien. Ça, sur l'aspect athéiste, quoi, disons ça comme ça, Ouais. on n'a pas de texte. Peut-être qu'on en trouvera. Ils le doutent. Y compris l'Égyptien doute de la réalité du ou des dieux. Bref, alors, je disais, et dernier élément, sur la culture. Bon, nous sommes le 12 mars 10 mars. 10 mars, oui. 12, non.
J'aurais dû savoir parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Bon, je sais ça. Donc on n'est pas le 12. Le 10. Et je dis aux gens, ah, on est au mois de mars, oui. On est le 10, oui. Et comment vous comptez? Bah, il y a 12 mois dans l'année. Bon, très bien. Et une année, c'est quoi? Ah bah, 365 jours. Un quart. Bon. Et je leur dis, ça vient d'où, au fait? Le calendrier. Quel est le vôtre, tous les jours? Bah, je sais pas. Bah, c'est le calendrier égyptien ancien. 12 mois de 30 jours. Chaque mois faisait 30 jours. Tiens, ça ne fait que 360. Il en manque un peu, 5, au moins. Oui, mais c'est pas tout. Ils disent, il y a 360 jours, 12 mois de 30 jours, et puis il y a 5 jours supplémentaires. Alors, utilisez le vocabulaire que vous voulez. Supplémentaire, c'est facile. L'Égyptien n'écrit pas comme ça. Il écrit en hiéroglyphe les 5 jours qui sont sur l'année. Sur, c'est-à-dire en plus. On les rajoute, on les met par-dessus. Nous voilà donc à 365. Et le quart manquant, ils s'en sont petit à petit aperçus, évidemment, le décalage entre le calendrier civil et puis les saisons, pour la végétation, pour la culture, pour ensemencer, etc. Au fil des années, il y a eu beaucoup d'écarts. Et vous savez quoi? L'Égyptien est très conservateur. Il ne veut jamais rien supprimer pendant 3000 ans, et il empile. Il empile. Et donc, ce sont les corps de l'État les plus, alors utilisons le vocabulaire d'aujourd'hui en France, conservateurs, je n'ai pas dit réactionnaires, conservateurs, qui étaient hostiles à quelque changement que ce soit. Voilà une attitude qui a fait Florès, hein, qui a eu du succès. Ouais. Et puis petit à petit, bon, basta, à partir des Ptolémées notamment, on rajoute un jour tous les 4 ans. Et Jules César, qui est tout sauf un imbécile, écrit, je trouve cette phrase non seulement juste, mais éclairante, il n'y a pas eu de calendrier plus intelligent que le calendrier égyptien. Eh bien oui, parce que là, une semaine ne chevauche pas un mois et un autre. Et une semaine ne passe pas d'une année à une autre. C'est pile. Et d'ailleurs, il se dit que peut-être un jour, dans les sociétés d'aujourd'hui, modernes, on en reviendra. Nous, on a des mois de 31 jours, d'autres de 30 jours, et février qui est ni l'un ni l'autre, un peu moins. Bon, et puis une année bissextile. Alors, bon, autant faire. C'est pas plus, c'est pas moins intelligent. En tout cas, ça serait plus fonctionnel. Ouais. Voilà des éléments culturels. Alors la philosophie, la religion, je l'ai dit, l'écriture, l'année, voilà. Et l'État, le pouvoir. Ok. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit parce qu'on a parlé un peu de l'écriture, etc., justement. Oui. Et ce serait intéressant de savoir un peu comment est-ce que, par exemple, on peut lire, on peut écrire, par exemple, des hiéroglyphes, etc. Oui. Si tu peux un peu nous éclairer dessus. À la va-vite, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, le système est complet à partir de... Alors, il évolue. De la même manière que le français a évolué. Si vous prenez le français du Moyen-Âge et le français, et les autres langues, pareil. Maintenant, si par exemple quelqu'un de l'époque de Louis XIV était dans notre bureau, là, dans le studio, je ne sais pas s'il comprendrait tous les mots que nous utilisons, ou alors il faudrait peut-être parler plus lentement et les décortiquer. Et bien, si lui se mettait à parler, nous, on comprendrait vraisemblablement pas tout. Regardez comme les sons ont changé. Les mots ont changé. Y compris, ne serait-ce qu'il y a 150 ans. Donc, l'Égyptien ancien évolue. Alors, vous avez abondance de signes. Il y en a 800 qui sont utilisés communément. Alors, j'ai dit, l'Égyptien compile. Je ne sais pas si c'est un fait exprès. A priori, oui. Plus l'histoire, les siècles se sont déroulés, donc de 3000 à 3002, 3003 jusqu'à Cléopâtre, etc., plus ils en ont rajouté. Au point qu'on peut considérer, oui c'est vrai d'ailleurs, dans les dictionnaires, hein, on apprend le hiéroglyphe comme on utilise l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, le chinois, etc. Dictionnaire, grammaire, conjugaison, une écriture comme une autre. Je dis souvent, il faut banaliser. Et tout le monde dit, ah c'est extraordinaire, hiéroglyphe. Faux. Et c'est difficile à apprendre. Faux.
Ça s'apprend petit à petit comme n'importe quelle autre langue et écriture. Alors, la difficulté, oui, c'est le nombre des signes. À la fin, il y en a plus de 2000. Mais la plupart des textes, il n'y a pas tout ça. Alors, vous avez des signes qui valent un son, deux sons, trois sons, quelques-uns quatre sons. Bon. Et puis, vous avez la syntaxe, la grammaire. Nous, on dit « je suis ». Eh bien, l'égyptien écrit, comme en allemand d'ailleurs, le pronom est derrière. « Suis, je ». Ah. Vous tombez là-dessus, vous traduisez « je suis ». Dans, etc. Là. Alors, il y a une phonétique. Et la phonétique, ce qu'il en reste, c'est le copte. Ça, vous connaissez. On dit à juste titre, les coptes ont continué à parler pendant, ce sont les chrétiens d'Égypte, pendant très longtemps, puisqu'ils étaient égyptiens, la langue des anciens égyptiens. Et aujourd'hui, ça reste dans la liturgie. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils connaissaient le copte, pas que le copte, rubis-sur-l'ongle, que Champollion a déchiffré. Par exemple, Ré, soleil, en copte, c'est, il savait que ça se disait Ré, etc. Donc, il a Mess, c'est naître. Miss en copte. Bon, Miss, Mess, Ramsès, Ré, Mess. Ah, tiens, Ramsès, Ramsès. Okay, Et donc, l'utilisation du copte, ça connaît ça. Pas que ça. Du copte a permis de progresser dans sa compréhension. D'un seul coup, d'un seul, d'ailleurs, il a découvert. Enfin, quasiment. Voilà. Donc oui, il ne faut pas en faire trop, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a 3 systèmes d'écriture, d'ailleurs, parce qu'écrire en hiéroglyphe, il faut faire des beaux dessins. C'est long. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait, le scribe? Il fait comme toi et moi. Quand tu écris, toi, est-ce que c'est aussi bien écrit que sur le quotidien, le journal, la revue, le bouquin? T'écris, toi. Et moi, j'écris. C'est pas la même écriture, hein. On écrit à toute allure. Alors, il paraît que les docteurs écrivent très mal. Mais ils écrivent vite. Le scribe, il écrit vite. Et donc, il écrit les hiéroglyphes de manière cursive. Il les dessine mal, sans se faire engueuler, bien entendu. Et donc, on appelle ça le hiératique. Et plus tard, c'est encore plus simplifié. Le démotique. Voilà. Mais- Et donc, il y a 3 systèmes d'écriture. Hiéroglyphe, hiératique, démotique. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Mais d'ailleurs, pour illustrer ça, la dernière fois qu'on s'est vu, tu as fait un truc, pour toi c'était banal, hein, comme pas possible, mais moi ça m'a vraiment choqué, c'est que c'est logique dit comme ça, mais vraiment quand en fait nous on voit des hiéroglyphes, nous on a l'impression que c'est des dessins. Oui. Et toi, tu me les as montrés et tu me les as lus carrément, parce que pour toi c'est clairement une écriture, et après tu as Pas carrément... Enfin oui, pour toi. Quand je dis pour toi, c'est que toi Oui. tu t'y connais, et ensuite après tu as carrément écrit... Oui. une phrase que je t'avais dit, je crois que j'avais dit un truc genre Daniel le boss ou le roi, quelque Oui, chose comme ça. oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, je sais pas si on a un stylo juste à côté. Si. C'est quelque chose que tu peux nous faire, Bien nous sûr. montrer. J'ai amené... Sam, il est à côté, il va le faire pour pas trop bouger les Il est où, micros. C'est Oui, quel- alors, c'est le- dans ma c'est ça, pochette, Allez, dans la dans, pochette. dans ma doudoune, il y a des feuilles et Je sais pas il y a si des feutres. on a un stylo ou pas à côté. Moi, j'ai des stylos dans ma pochette et Bah, des attends, je crois feutres. que j'en ai un. Est-ce qu'il Oui, mais alors Est-ce qu'il d'abord, fonctionne, les c'est la lunettes. question. Est-ce Tu qu'il veux- fonctionne? Oui. Alors, c'est facile. C'est un crayon. C'est un crayon. C'est un Oui, crayon, mais ça moi, va, j'ai ça. des Peut-être stylos. un feutre ou un Vous stylo. voulez ouais, m'amener c'est- ma pochette, s'il vous plaît? Attends, je vais y aller, je sais pas si ça va. Là où ma doudoune rouge, marche. je vais prendre tout ce qu'il y a dedans. Sam, tu pourras filmer avec ton téléphone? Ouais, bien Oui, sûr. c'est Tu vois, ça. Tu filmes Et juste puis, pendant qu'il écrit. dans la doudoune rouge, regardez, il y a des feuilles dans une des poches. Il y a des Après, feuilles j'ai des blanches. feuilles là. Hein. J'ai des feuilles. Ah bah, il y a des feuilles. Les feuilles, c'est Je bon, vais hein. écrire en Il gros écrira pour sur le dos que de la feuille. les auditeurs peut-être voient mieux. Qu'importe. Ouais, puisque comme ça. Et puis, on ça pourra va voir. me servir de Justement, support. ouais, justement. Ça peut faire une bonne conclusion pour aujourd'hui ou pas? Je Oui, ne sais ouais, pas ouais. du tout. Si, ça fera une très bonne. Hein, alors, vous allez voir. Oui. Filmer comme ça, là. C'est assez extraordinaire. Vous voulez que je vous piège? Vous voulez écrire en hiéroglyphe? Vous me dites, je vais écrire quelque chose, vous me direz le son. On est d'accord? Ah ouais. Et vous allez voir la correspondance avec le hiéroglyphe. Tous les deux, j'écris une lettre, donnez-moi le son. C'est quel son, ça? C'est D. Là, j'aurais dit D. un D, mais Ah, bah, forcément. c'est très bien. Et ça, c'est quel son? Ça, c'est un A. A. Mais vous êtes brillant. Ça, c'est un On est quel intelligent, son? hein, tu vois ça? Ça, c'est un M. C'est un N. N, ouais. N. Et ça, c'est quel son? Ça, c'est un S. Ça, c'est un S, ouais. Oh, vous êtes d'accord. Et moi, je suis d'accord aussi. Et enfin, dernier, ça, c'est quel son?
C'est un T. Alors, vous avez dit D, c'est les sons. A-N-S-T. C'est ça. Exactement. Alors, moi, j'écris ce que vous avez dit. Si on sait toujours lire. Hein. Après, Oui. oui, si on sait toujours lire. Alors, lisez-moi ce qui est écrit là. Dans. Dans et en dessous. Dans. Ah bah, vous avez menti. Oui, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit c'est le son A. Il est là, mais on ne l'entend pas. Ça, vous m'avez dit c'est le son N. Ben, il est ici, mais vous n'avez pas prononcé ce son. Là, vous m'avez dit c'est le S. On ne l'a pas entendu. Le T, on ne l'a pas entendu. Donc, quand j'ai dit vous avez menti, bien entendu, vous avez fait un assemblage de sons. Ouais. Ok. On entend le D. Ah oui. Mais lui, on l'entend pas. Lui, on l'entend pas. Lui, on l'entend pas. Lui, on... C'est extraordinaire. Voilà 5 lettres. Et vous m'avez dit il y a 5 sons. Hop. Et là, j'écris 2 mots. 4 sons sur 5 ont disparu. Et puis, il y en a un nouveau. En. Mhm. Ça. En. Non. En. Non. En. Non. En. Non. Le hiéroglyphe fonctionne aussi comme ça. Voilà un hiéroglyphe qui vaut pour un son. C'est un avant-bras. A. Ça, c'est en. A. Ah, ok. Ah. Mais si je fais un vautour comme ça, c'est quel son? C'est aussi le son A. Ok. Mais où est le problème? Puisque vous m'avez dit que ça c'est le son A, puis il a disparu. J'ai bien le droit d'avoir le même 2 dessins différents pour un même son. Ok. Et si vous voulez un S, en voilà un. Vous voyez ça? Cette espèce de corde avec 2 verrous au milieu, Ouais. c'est le son S. Mais si je décris une sorte de linge recourbé, ou on peut dire aussi, c'est le son S. Ok. Et puis si j'écris un hiéroglyphe qui vaut pour 2 sons, je peux faire, je ne sais pas moi, par exemple, tiens, les bras levés comme ça. Voilà. Ça c'est le son K. Vous voyez là? Les 2 bras levés comme ça, là. J'aurais dû faire plus à angle droit. Quand je dis K, vous entendez bien 2 sons, le K et le A. Ah, ouais. Mais là, il n'y a qu'un seul signe. Mais je peux prendre un signe qui fait que et un signe qui fait A. Mais pourquoi se casser les pieds? Puisqu'il y en a un qui vaut pour les 2 sons. Ouais, Qu'est-ce qu'il ok. fait, le scribe? Mais il écrit celui qui vaut pour 2 sons. Et puis, si vous mettez un hiéroglyphe qui vaut pour 3 sons, pour ne pas se tromper, le hiéroglyphe le plus connu de nos touristes qui sont allés en Égypte, ce qu'on appelle le signe de vie. Vous voyez? Là, Or. Or. Si je l'écris comme ça, si je le complète, je vais faire ça. Je vais, pour que la personne qui lit ne se trompe pas, je vais mettre des compléments de son. Lui tout seul, il vaut pour 3 sons. Or. Ça, c'est un N, ça, c'est un R. Dans Or, vous entendez bien le son R. Et je traduis par la vie ou par le verbe vivre. Parce que pour l'Égyptien ancien, entre le verbe et le nom commun, il n'y a pas de différence. OK? Ok. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 7 à 800 hiéroglyphes utilisés communément, et plus l'histoire avance, plus ils ont multiplié. Bon, en réalité, on dit c'est extrêmement compliqué. Oui, il faut du temps pour assimiler les hiéroglyphes. Et après, bah, c'est comme pour le reste. Grammaire, conjugaison, entre guillemets, j'allais dire, orthographe, j'aurais tort. Il n'y a pas d'orthographe. Donc, il n'y a pas de faute pour les collégiens, les étudiants, les lycéens. Il n'y a pas de faute, hein, c'est pour la Sorbonne. Puisque un mot peut s'écrire de différentes manières. Je peux enlever les 2 compléments phonétiques, je peux les mettre. Parfois même le complément, il est devant. Ok. Il faut faire attention à la lecture. Et la vraie difficulté, une des difficultés majeures, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation. Ok. Ni majuscule, ni minuscule. Et il n'y a pas de ponctuation. Donc, où commence un mot? Où finit un mot? Où commence une phrase? Où finit une phrase? Il faut faire attention. Comme je dis un exemple, et on va, je pense, en rester là. Ouais. Si vous écrivez maman, vous écrivez M, papa. Non, maman, ça sera mieux. M-A-M-A-N. Mais si vous accolez une lettre du mot qui précède, ça fera plus maman. Si vous accolez une lettre du mot qui suit, ça ne fera plus maman. Et si vous vous trompez, vous coupez le mot en 2, et puis vous prenez les premières syllabes du mot qui précède, vous aurez un mot qui se terminera par man. Par ma, pardon.
Et puis le mot suivant, il commencera par man, M-A-N. Alors qu'en réalité, vous avez coupé au mauvais endroit. C'était bel et bien maman. Et donc, ça, c'est visualiser les hiéroglyphes pour éviter les erreurs. Heureusement, on a des repères qu'on appelle les déterminatifs. Quand on a, j'arrête là, un déterminatif, c'est la fin d'un mot. Peut-être pas la fin de la phrase, mais la fin d'un mot. Ouf! Ça nous fait un repère important. Et donc, souvent, je dis, quand on apprend l'hiéroglyphe, visualisez bien les déterminatifs, c'est une aide précieuse. Voilà. D'accord. Ben écoute, merci à toi, Jacques. De toute C'est manière, moi. c'est pas la dernière fois. C'est Oui, pas la bah, dernière c'est- fois. On en fera encore. D'accord. Sam, est-ce que tu as un petit truc rapide à dire pour la fin? De toute façon, là, on arrive À la fin de l'heure, oui. En fait, tout au long de l'émission, j'avais tellement envie de poser des questions, etc. Mais en fait, Il faudra. plus on Oui. avance et plus en fait, on est submergé par d'informations et par des choses Ouais, ouais. qui sont incroyables. Mais en fait, on peut pas forcément. Je pense Ah bon, qu'elles ne sont d'accord. pas incroyables, tu vois, ça. Ah ouais. Ah, C'est le fond de ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas magnifier. Ça nous surprend, mais tout est parfaitement crédible. Voilà. ok. Ben écoutez, Moi, de j'ai toute juste une manière, petite question Oui, pour oui. finir. bah, il faut vraiment que ça soit rapide, parce que là, je crois qu'on a dépassé. On a déjà Allez. dépassé. Mais Non. genre, rapide en un truc rapide. C'est juste un tout petit, quelque chose de super court, mais je voulais te demander du coup, Ouais. s'il y avait justement des superstitions, des choses sur l'Égypte antique qui sont fausses ou que tu aimerais par exemple démanteler, etc. Oui. Alors, c'est la littérature moderne. Bon, on ait réfléchi sur la construction des temples, des tombeaux, des pyramides notamment, du système d'écriture, etc., des dieux. Mais la plupart, la momification, la plupart des erreurs viennent et des points d'interrogation. Et donc, s'il faut, je le préciserai lors d'une autre interview, Ouais. notamment sur tout ce qui tourne autour de la construction des pyramides. Bah, je crois que Voilà. au prochain, on fera ça. Ça marche. Vraiment Il va falloir des idées reçues. démythifier. Et je vais m'appuyer sur les découvertes récentes, très récentes, qui ont donné des réponses à beaucoup de points d'interrogation légitimes. Mais maintenant, on a des connaissances approfondies, fondées sur ce qu'on vient de trouver depuis 20 ans. Ok, bah écoutez, on fera ça pour la prochaine fois. D'accord. Hein, enfin, vous l'avez compris, si vous nous laissez en parler, ici on est là pour toute une journée. La Ouais. prochaine fois, je pense qu'on prendra beaucoup plus de temps pour le faire. En tout cas, merci. Une thématique plus Merci. précise, Merci de beaucoup, vous Jacques. trois, quoi. Ouais, Hein. mais merci à vous Merci tous à De vous. d'avoir rien, été c'est là. moi je suis très content. Merci à vous tous d'être d'avoir venu. regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on a plusieurs contenus de ce type qui arrivent. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous. On se dit ciao. Et merci aux auditeurs. Merci. C'est good. C'est bon. Oui. Vas-y, vas-y. Oui, pendant que je dessine, la chouette. Le but, c'est que les gens s'y retrouvent. Ça te fait un peu de lumière en même temps. Oui. Alors toi, tu es un homme, hein, donc tu auras le déterminatif de l'homme, hein, pas de la femme. Tu vois le déterminatif dont j'ai parlé tout à l'heure? Si je mets autre chose, là, je peux mettre une femme. Ok. Mais alors, ça sera Sam, ça sera un prénom masculin. Mais du moment qu'il y aura le déterminatif féminin, à tous les coups, c'est une bonne femme. Et alors, on translitère, donc c'est les sons. S, A, M. On a l'habitude de souligner. Et comme tu es quelqu'un d'extrêmement important, je vais te transformer, t'as deviné, en pharaon. Donc je mets l'un de tes deux noms dans pas une, hein, surtout, cartouche. Et voilà, te voilà pharaon. Sam premier. Incroyable. Ça c'est toi.